l'approche première est assez difficile, effectivement, parce que les cours de candidature sont des cours assez ardus, d'histoire du droit, d'introduction au droit, d'introduction aux institutions. Et même si les professeurs sont absolument excellents à l'époque où je les connais, ça reste quand même, je dirais, un peu superficiel par définition. Ce sont des cours introductifs et donc on ne permet pas immédiatement à la réflexion de se développer. Il faut plutôt absorber une série de nouveaux concepts, un nouveau langage, une nouvelle histoire. Donc les candidatures se déroulent bien, mais sans que l'intérêt soit déjà tout à fait manifeste, avec quelques exceptions. Je me souviens en particulier de mon professeur d'économie politique, Nelly Schmidt, qui m'a initié à cette discipline auquel j'ai pris goût, parce que là aussi il y avait un système, ce qui commençait à m'éloigner de la littérature et de l'histoire de l'art, vous l'imaginez. Mais donc on arrive en première licence, à l'époque c'est comme cela que les études étaient structurées, 2 candidatures et 3 licences, et en première licence l'enseignement des disciplines juridiques proprement dites commence véritablement. Et c'est à ce moment-là que je découvre, que je fais connaissance avec un professeur qui va me marquer pour le reste de ma carrière à la fois académique et professionnelle. C'est le professeur Pierre Van Ommeslag, que tous les juristes belges et nombre de juristes à l'étranger et en Europe en particulier connaissent. Le professeur Pierre Van Ommeslag qui enseigne une discipline centrale dans nos matières, c'est le droit des obligations, c'est en quelque sorte l'équivalent de l'anatomie, de la physiologie réunis en médecine. Tout y est, c'est le droit des contrats, c'est le droit de la responsabilité, sous tous ses aspects. C'est un personnage impressionnant qui s'exprime sans effet oratoire inutile, qui détaille toutes les controverses dont chaque concept et principe juridique est susceptible. Là, c'est une vraie découverte parce que pour le profane et pour le jeune initié que j'étais aux disciplines juridiques, on a du droit l'image d'un système assez figé, où les règles sont ce qu'elles sont et n'appellent qu'une seule chose, c'est d'être appliquées, au nom d'un syllogisme judiciaire présenté de manière assez simpliste. La règle, les faits et la conclusion d'application de la règle aux faits considérés. Et avec Pierre Van Ommeslag, dans le droit des obligations, discipline majeure, comme je viens d'indiquer, on découvre que c'est bien autre chose et que, en définitive, les principes tels qu'ils se présentent aujourd'hui et tels qu'ils sont appliqués par les tribunaux et exposés dans les ouvrages scientifiques sont le résultat d'une lente évolution qui est parsemée de controverses et presque chaque idée, presque chaque principe, presque chaque règle, presque chaque concept est susceptible d'interprétations diverses. Qu'il faut comprendre, qu'il faut comparer, qu'il faut réordonner pour arriver à une conclusion qui en définitive est toujours provisoire, parce que normalement un juriste de talent dans un futur plus ou moins proche parviendra à démontrer qu'en définitive la vérité est autre. Donc il y a une certaine relativisation du concept de droit qui résulte de cette approche, une ouverture à la discussion, au raisonnement, à l'argumentation, à la conceptualisation, à la théorie, tout en restant ancré dans la pratique, qui, comment dirais-je, me fait découvrir des horizons nouveaux. Et donc je découvre le droit comme système dynamique, en quelque sorte, dans une discipline apparemment technique, et qui l'est, elle ne l'est pas qu'en apparence, mais qui permet effectivement, en définitive, à un esprit philosophique de développer sa pratique. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par m'intéresser au droit des contrats, au droit des obligations, au droit de la responsabilité, donc au droit civil. Donc j'ai présenté une thèse qui portait sur la théorie de la confiance, d'une certaine façon exprimée en termes juridiques, et qui tentait à démontrer que, alors que nous sommes dans un système d'inspiration subjective, je m'explique, on est responsable quand on a commis une faute, qu'on est donc coupable d'avoir causé un dommage à autrui,
la notion de culpabilité subjective et individuelle en droit civil, qui n'a rien à voir avec le droit pénal, d'une part. Et d'autre part, dans le droit des contrats, on est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles au titre du respect de la parole donnée, parce que la parole donnée est ce qu'on a voulu, est ce que les parties ont voulu. Et donc la force obligatoire du contrat tient à la volonté subjective des parties à la Convention. Je simplifie à nouveau terriblement, mais pour l'essentiel, tel est l'esprit de notre système juridique traditionnellement conçu. Alors, c'est assez intéressant de voir que dans d'autres systèmes, ce n'est pas comme cela qu'on considère la force obligatoire du contrat, ni les règles qui organisent la responsabilité civile extracontractuelle. Dans d'autres systèmes, il y a une certaine objectivation de ces principes, et on a observé dans notre propre système une tendance à l'objectivation, notamment sous la forme de la multiplication des responsabilités pour compte d'autrui ou pour le fait des choses qui sont indépendantes de la démonstration de toute culpabilité individuelle. À nouveau, je simplifie. L'idée de la thèse, c'était de démontrer qu'on pouvait aller plus loin et qu'en définitive, les fondements même du système tel qu'on le concevait traditionnellement étaient susceptibles de remise en cause, que ce qui fonde la force obligatoire du contrat, comme l'obligation de réparer un dommage que l'on cause à autrui, c'est la confiance, et donc le respect dû à l'anticipation légitime de l'autre partie ou du tiers dans le respect d'une norme de comportement qui s'impose objectivement à tous au nom du raisonnable et du sens commun. Ça, c'était le premier volet des recherches qui, comment dirais-je, prenait appui non seulement sur l'observation du droit positif de manière très empirique, mais sur une reconsidération des fondements philosophiques du droit civil, du droit des contrats et du droit de la responsabilité. Donc je me suis d'abord intéressé à ces domaines, des domaines tout à fait traditionnels et fondamentaux, je dirais, sur le plan de la science juridique, pour ensuite évoluer vers le droit des sociétés et vers le droit financier, en parallèle avec les expériences de la pratique que nous venons d'esquisser ou de toucher du doigt très superficiellement. Alors en droit des sociétés, le thème essentiel de la réflexion concerne la structure du droit des sociétés et ses finalités. L'idée générale, pour vous donner, comment dirais-je, pour vous faire approcher du sujet, c'est est-ce que, par exemple, un actionnaire du public ou un investisseur dans une société cotée reste un associé au sens du droit des sociétés, intéressé non seulement au profit que la société peut distribuer au titre de l'exploitation de ses activités, mais aussi à sa conduite, au développement de ses activités dans une perspective de continuité, ou est-ce que c'est un pur investisseur sur les marchés financiers dont la perspective est la rentabilité à court terme en quelque sorte. Bon, ça c'est un objet de recherche, d'études, d'enseignement, de publication très dense. On est vraiment au cœur de l'actualité. La crise des subprimes, c'est un peu ça aussi. Et tant dans le monde anglo-américain qu'en Europe, on réfléchit à une nouvelle conception du droit des sociétés dans son articulation possible avec le droit financier, qui tienne compte de cette réalité qu'en définitive, on ne peut pas demander à un investisseur sur les marchés financiers d'être un associé, avec pour conséquence corrélativement que peut-être il ne peut pas exiger non plus une association à la conduite de l'entreprise équivalente à celle d'un véritable associé. Bon. Le sujet peut devenir idéologique et politique, évidemment. Mais bon, ça c'est un des thèmes actuels de la recherche et de la réflexion, des enseignements et des publications. Et puis il y a des questions qui relèvent, sont plus techniques, qui relèvent du droit financier en tant que tel, qui concernent plus particulièrement la structure, l'organisation et la finalité de la régulation et de la supervision en matière financière.
en matière bancaire, dans le domaine des marchés financiers. Là, il y a deux thèmes plus particulièrement qui retiennent aujourd'hui l'attention générale et mon attention en particulier. Le premier thème, c'est à l'échelle européenne, est-ce qu'il serait utile, voire nécessaire, d'organiser une supervision et une régulation financière unifiée au niveau de la Banque centrale européenne en particulier, plutôt que de continuer à vivre sur un système qui, en dépit des organes de coordination et de concertation qui sont mis en place en Europe, reste pour l'essentiel ancré au niveau des États, Banque centrale ou autorité de supervision étatique. Donc, est-il temps, et je crois que oui, de franchir le pas dans le cadre de ce qu'on a appelé au début de l'année l'union bancaire, et comment concrétiser cette supervision et cette régulation unifiée? Ça pose des problèmes économiques, politiques, mais aussi juridiques au regard des traités fondateurs tels qu'ils sont aujourd'hui. Et puis en relation avec ça, il y a un deuxième aspect qui est peut-être, qui est tout aussi concret, mais qui a peut-être une dimension un peu plus philosophique, c'est quelle est la finalité de la régulation et de la supervision en matière financière.